Bienvenue dans le débat sur France 24. Emmanuel Macron a présenté son plan pour bâtir la France de 2030 et faire émerger les champions de demain. Objectif, investir 30 milliards d'euros sur 5 ans dans les technologies d'avenir, hydrogène, avions bas carbone ou encore petits réacteurs nucléaires. Le président français se veut le défenseur d'une France puissante face aux tenants du déclin. Alors, quelle France pour 2030 selon Emmanuel Macron? Quelle est la philosophie de ce plan? Est-il à la hauteur des enjeux de transition énergétique? Répond-il aux défis industriels de la France? On en parle avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Christian de Boissieu. Bonsoir, professeur d'économie à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vice-président du Cercle des économistes. Bienvenue. Shahin Vallée. Bonsoir. Bonsoir, économiste et au German Council for Foreign Relations, chercheur invité également au Centre de réflexion Bruegel. Avant de démarrer ce débat, on va écouter Emmanuel Macron. L'innovation est une source de solutions pour mieux vivre, pour projeter une nation, un continent et peut-être le monde entier vers des solutions qui sont bonnes pour l'humanité, mais que, en quelque sorte, les contraintes de l'innovation jusqu'à présent dans lesquelles on vivait sont en train de changer, par une forme d'accélération, de compression du temps, d'accumulation des moyens qui peuvent être mis à un moment donné si on considère que cette innovation est une innovation qui peut tout changer. Et à ce moment-là, c'est assez simple, vous êtes dedans, vous êtes dehors. Christian de Boissieu, finalement, la philosophie de ce plan, est-ce que ce sont les technologies au service de la croissance contre le déclinisme de Zemmour? Écoutez, je pensais que pour une fois, on ne parlerait pas de Zemmour, mais on en parle très peu, mais là, je trouvais que c'était intéressant de vous poser une question un peu politique avant de rentrer dans le détail. Non, écoutez, c'est un plan pour la croissance, j'allais dire, sur le moyen long terme, une croissance qui se veut durable, d'où l'aspect écologique, etc. Ce que je trouve bien, c'est l'horizon 2030, c'est-à-dire qui va au-delà de l'horizon d'un éventuel deuxième mandat. Ça. Bon, parce que s'il fait un deuxième mandat, de toute façon, il n'aura pas le droit d'en faire un troisième consécutif. Bon, tout ça est bien. Je voudrais faire une remarque. Sur les technologies, par exemple, est-ce que avion bas carbone, petits réacteurs nucléaires, hydrogène... Ça veut dire qu'on veut, si vous voulez, on veut que la France reste ou rejoigne la frontière technologique sur les différents sujets, ne pas être dépassé par les pays les plus avancés que nous sur certaines technologies. Un sujet dont on parle depuis longtemps, l'hydrogène par exemple, c'est un peu l'arlésienne, Christian de Boissieu. On en parle, mais c'est au fond de l'énergie propre. On en parle. Moi, je travaille avec une boîte qui fabrique des capsules d'hydrogène qui est en Suisse. Et donc ce n'est pas nouveau. Pour moi, c'est pas nouveau. Ça fait 10 ans que je suis sur l'hydrogène. Et Air Liquide, c'est pas nouveau pour eux non plus. Non, je peux terminer juste un mot et ça m'arrive de me taire. C'est que je salue ce plan. Je dis simplement que dans le contexte français, on a quand même c'est un peu compliqué de s'y retrouver dans tous les plans. Il y a le plan de relance de 100 milliards d'euros. Il y a le plan européen de 750 milliards. Oui, que j'applaudis. Comment tout ça va s'articuler dans l'espace et dans le temps, pour moi, c'est un sujet. Shahin Vallée, 30 milliards dans ces technologies. Le pays donc va se réindustrialiser avec le deep tech. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Ça passe par le deep tech. Deep tech. Alors le deep tech va-t-il nous permettre de relever le défi du déclin industriel de la France? Non, je ne pense pas, mais après, je ne pense pas qu'il faille jeter la pierre à ce plan. Moi, j'étais un des rares économistes qui disait, quand le plan de relance de 100 milliards était sorti, que ce plan était insuffisant et qu'il était insuffisamment tourné vers l'avenir. Donc, je salue le fait qu'il y ait enfin un plan qui soit tourné vers l'avenir. Par contre, je pense que cette méthode de saupoudrer une dizaine de sujets n'est pas la bonne. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui manquent à ce plan. Lesquels ? Sa dimension européenne est trop faible. Parler et investir dans l'hydrogène sans regarder ce qui se fait en Allemagne, sans regarder le plan européen pour l'hydrogène, ça me semble être une erreur. Alors, il y a les piles, me semble-t-il, et un plan européen autour des piles. Oui, mais il y a tout un plan européen autour de l'hydrogène. Il y a les Allemands qui ont investi, eux aussi, dans leur plan de relance national, énormément sur l'hydrogène. Et j'ai l'impression qu'on est en train beaucoup de faire du double emploi. Et puis, il y a des technologies dans le train, par exemple, qui semblent entièrement absentes du plan. Il y a aujourd'hui des locomotives à hydrogène qui roulent en Allemagne et la question de ce qu'on ferait, de ce qu'on investirait dans le train ne semble même pas faire partie de ce plan. Donc je pense qu'il y a encore des angles morts importants. Et il y a un gros problème, à mon avis, de gouvernance, c'est-à-dire savoir comment est-ce qu'on débourse. Est-ce que ce sont des crédits publics? Est-ce que ce sont des prises de participation dans les entreprises? Il n'y a aucun détail là-dessus. Et là-dessus, ça reste très fragile. Donc pour un plan qui engage pour le budget 2022
3 à 4 milliards d'euros de crédit, qui va engager 30 milliards sur les 5 prochaines années. Je trouve qu'on manque énormément d'informations et de détails, et ça, c'est un petit peu inquiétant. Je peux rebondir sur le financement, justement, parce que c'est à la fois clair et pas clair. Ce qui est clair, c'est qu'à mon avis, ça va être dans les budgets annuels. Sur 5 ans, ça fait à peu près, si je calcule bien, en moyenne 6 milliards par an à budgéter. Mais il y a aussi 4 milliards qui viennent s'ajouter en prise de participation, c'est-à-dire en fonds propres. Et moi, je pense que la question des fonds propres, en particulier du côté des start-up, du secteur des PME, est une question fondamentale. Sur la dispersion des sommes. Pourquoi c'est une question fondamentale ? Parce que nous sommes dans un contexte où les entreprises ont besoin de fonds propres et quasi-fonds propres pour investir. Elles se sont pas mal endettées avec la crise Covid. Il va y avoir des questions de surendettement d'un certain nombre de boîtes en sortie de crise. Et donc, la question du financement, de ce qu'on appelle le haut de bilan, c'est-à-dire les fonds propres des entreprises, mais je répète aussi dans le tissu des entreprises intermédiaires et des PME, ça me paraît fondamental. Sur la dimension européenne, je suis d'accord avec vous. Je pense que depuis le début, depuis que ce débat sur les relocalisations en France, la réindustrialisation, ça s'est ouvert depuis 1 an à peu près. Oui, mais justement, est-ce que ça vraiment, c'est à la hauteur de la désindustrialisation de la France ? Non, mais de toute façon, on ne va pas réinstaller sur le territoire tout ce qui est parti. Le débat, c'est plus de localiser que de relocaliser. Le débat, c'est l'innovation, de se tourner vers l'avenir. Et je dis, donc la philosophie est bonne. Sur pas mal de sujets, sur pas mal de sujets, il y a des potentiels d'économie d'échelle. Donc, la bonne réponse, elle est plutôt européenne que nationale. Si je prends l'exemple, par exemple, des GAFA, on ne va pas avoir des GAFA françaises ou allemandes, etc. Peu couvertes par le plan, c'est un autre sujet. Mais je prends cet exemple dans le secteur des nouvelles technologies. Et là, je pense que sur beaucoup de sujets industriels, la bonne échelle, c'est l'échelle européenne plus que l'échelle nationale. Chahine Vallée, le gouvernement oublie le thème de sobriété énergétique, a affirmé Yannick Jadot, le candidat écologique à la présidentielle, qui lui souhaiterait que la France sorte du nucléaire en 20 ans. Est-ce qu'il faut y ajouter des économies d'énergie, d'autres volets justement pour faire face à ce défi écologique ? Oui, le défi écologique est central. Ce qui est quand même intéressant dans ce plan, c'est qu'il y a un pivot assez majeur qui ne plaira peut-être pas suffisamment aux écologistes, mais il y a un pivot assez majeur vis-à-vis de l'EPR. C'est-à-dire que le fait que la France décide pour la première fois d'investir, on ne sait pas exactement comment, mais en tout cas visiblement massivement dans les SMR, donc les Small Modular Reactors, donc les petits réacteurs modulaires, ça c'est une nouveauté. J'ai fait partie il y a quelques années de ceux qui disaient que la stratégie de l'EPR était une impasse, qu'elle était à la fois trop coûteuse et que ce n'était pas la stratégie d'avenir du nucléaire français. Et là, visiblement, on semble prendre ce chemin. C'est un point que les écologistes, à mon avis, sous-estiment parce que les petits réacteurs modulaires ont 2 avantages. Le premier, c'est qu'on sait les construire relativement facilement et à coût relativement faible. Et deuxièmement, on sait les démanteler, ce qui n'est pas le cas des gros réacteurs. Il y a tout de même et notamment du déchet nucléaire. Il y a toujours du déchet nucléaire, donc ça reste l'énergie nucléaire, mais c'est une énergie qui, a priori, est beaucoup plus simple à disposer et dont on peut se défaire plus facilement. Et ils ne seront pas prêts avant 2030, enfin en tout cas pas vraiment lancés avant 2030, enfin tout ça repousse. Au moins parce qu'à cause du surinvestissement dans l'EPR, nous avons sous-investi dans ces réacteurs-là et aujourd'hui, les grands producteurs de ces réacteurs nucléaires-là sont les Chinois et les Russes. Et donc le danger, si nous n'investions pas immédiatement dans ces technologies, c'est que dans 10 ans, nous soyons contraints d'acheter des réacteurs russes ou chinois. Et en attendant, on va utiliser les EPR. Je peux revenir sur la question de la gouvernance, parce que la gouvernance, ce sont les aspects budgétaires, mais c'est aussi la manière dont on met en œuvre ce plan. Et là, je rejoins tout à fait un certain nombre de nos collègues, comme Philippe Aghion et d'autres, qui disent, en France, il faudrait créer des agences. Il y a du côté, dans le domaine de la défense aux États-Unis, il y a la DARPA, et qui est très centrée sur, justement, les industries duales, civiles, militaires. Il n'y a rien, à ma connaissance, là-dessus dans ce plan, sur comment doper, justement, les recherches. Mais pourquoi une agence, finalement, Christian de Boissieu ? Une agence de plus ? Non, moi, je suis pas pour l'inflation institutionnelle, je suis pour l'efficacité institutionnelle. Et j'ai le sentiment que il y a déjà également, si vous voulez, le commissariat. J'étais membre de la commission. Donc en fait, qu'apporterait cette nouvelle agence ? d'avenir
Comment tout ça va se recouper avec les plans d'investissement d'avenir qui existent depuis la commission Juppé-Rocard? Je n'ai pas la réponse. Et tout à l'heure, je disais, c'est une bonne idée, mais c'est compliqué. On a l'impression qu'il y a plusieurs étages dans la fusée. Et j'ai du mal à m'y retrouver, moi. Justement, si j'ai du mal à m'y retrouver, je ne dois pas être le seul. Donc c'est une espèce d'émiettement que vous dénoncez aussi, Chahine Vallée. Le point sur la gouvernance est central parce qu'on a perdu au fil des années une capacité de planification de l'État et de mise en œuvre de ces investissements. C'est un peu le retour de l'État stratège, là, dans ce discours. Oui, mais on a quelque chose aujourd'hui qui s'appelle le commissariat général au plan et qui ne fait ni de la planification, ni de la réflexion. Alors que fait-il ? Assez peu de choses. On a eu pendant un moment, sous la présidence de Jean Pisani-Ferry, un commissariat général au plan, à la stratégie au plan, qui faisait de la stratégie et de la réflexion, qui ne faisait pas de la mise en œuvre parce que ce n'était pas son métier. Aujourd'hui, on n'a ni l'un ni l'autre, et ça, c'est assez problématique. Et je pense qu'on sous-estime de manière très, très forte l'importance des collectivités territoriales, au niveau régional et même au niveau des municipalités, pour mettre en œuvre les capacités d'investissement public. Un mot sur l'industrie automobile, Christian de Boissieu. Produire 2 millions de voitures hybrides et électriques. L'industrie automobile française est vraiment en retard. C'est ce qu'a dit le président. Il y a des sujets, je trouve ça un peu sévère. Il a fustigé en tout cas les patrons de l'industrie automobile. Sur l'électrique, excusez-moi de faire une comparaison, sur les vaccins, même si on se targue d'avoir une bonne industrie du médicament, sur un certain nombre de sujets, nous sommes quand même clairement en retard. On l'a bien vu à travers la crise Covid. L'industrie automobile a beaucoup souffert depuis 1 an et demi. Alors, on évoque les fleurons français, le rapprochement éventuel entre les uns et les autres. Je pense aux 2 grands groupes français. On ne va pas aller vers une concentration. Je pense quand même que sur les sujets d'innovation, de frontières technologiques en matière automobile, je ne suis pas sûr qu'on soit à la pointe. C'est mon avis, en tout cas. Et l'avion, bas carbone, Chahine Vallée? Donc, pour moi, l'avion et l'aéronautique, c'est le secteur par essence qui devrait relever d'une stratégie européenne. On ne va pas inventer l'avion français à hydrogène seul. Nous avons créé, c'est un grand succès européen, un groupe aéronautique européen de premier plan. Si on voulait faire des innovations majeures en matière aéronautique, c'est dans EADS et dans Airbus qu'il faut le faire. Et il ne faut pas le faire tout seul, il faut le faire avec nos partenaires européens. Donc on va peut-être inventer des choses très malines avec Safran, mais on a un peu l'impression que derrière ce plan se cache quand même un plan de sauvetage caché des champions nationaux perdus. Et ça, c'est un petit peu regrettable. Qu'est-ce que vous voulez dire par un plan de sauvetage? Je veux dire qu'on a l'impression qu'on saupoudre avec ce plan de quoi arroser tout le capitalisme para-étatique français, plutôt que de se décider à investir pour les sujets qui relèvent du niveau européen dans des entreprises et dans une stratégie européenne, et pour les sujets qui relèvent du niveau national, je pense au train par exemple, dans les infrastructures nécessaires. Parce qu'il a parlé tout de même des start-up, mais bon... On n'est pas dans la création d'un écosystème, en fait, c'est ce que vous voulez dire? Il y a de l'argent, il y a plusieurs milliards qui sont ciblés vers les start-up. Il y a la question de financement, il y a la question de croissance de ces start-up pour devenir des PME, puis des entreprises de taille intermédiaire. C'est des problèmes d'agilité, c'est des problèmes de financement, c'est des problèmes de risque et d'attitude à l'égard des risques. Et il faut bien savoir qu'on est quand même un pays, je ne sais pas comment ça se compare avec l'Allemagne, dans lequel, finalement, certes, il y a eu des créations d'entreprises, et heureusement, peu de faillites à travers la crise Covid. Les faillites sont peut-être devant nous, j'en sais rien, une fois qu'on va remettre en cause de quoi qu'il en coûte. Mais pour revenir sur votre critique, moi, je pense quand même que derrière tout ça, il y a une volonté de créer des emplois sur le sol français. On est à quelques mois de la présidentielle, il ne faut pas être naïf. Et donc, certes, le chômage a baissé, mais il peut très facilement remonter pour les raisons que j'explique, avec la remise en cause de quoi qu'il en coûte. Donc, il y a une stratégie derrière la volonté d'augmenter la croissance potentielle, la croissance à long terme de la France. Il y a une volonté quand même de création d'emplois sur les territoires. Stratégie gagnante ou pas, Chahine Vallée? Oui, moi j'étais de ceux qui disaient ce que vous venez de dire, que le plan de relance était insuffisant et qu'on ne pouvait pas se permettre de prendre le risque d'un plan de relance sous-dimensionné. Donc je pense qu'avec ce plan d'investissement... C'est 30 milliards en plus. On limite ce risque-là. En effet, ça aura, on l'espère, un effet supplémentaire sur la croissance en 2022 et sur les années qui suivent. Et donc on évite le risque qu'en retirant toutes les mesures accommodatives qu'on a prises pendant la crise, on ait un effet de trou d'air ensuite. Donc je pense que ça, c'est une bonne chose. Après, comme on l'a dit, est-ce que tous les éléments sont réunis pour que ce soit vraiment à partir de cette base-là qu'on jette
les bases d'une économie solide à moyen terme. Je pense qu'il y a encore des progrès à faire. Est-ce que je peux... Et puis comment on finance finalement? Parce que vous allez 3-4 milliards d'euros. Oui, mais par an, il faut financer ces 3-4 milliards d'euros. J'allais dire au point où on en est. Au point où on en est. Bon. Des milliards d'euros. Oui, mais à un moment donné, il avait dit on arrête quoi qu'il en coûte. Je ne suis pas pour le laisser aller total en matière de finances et de déficit et d'aide publique, mais au point où on en est, il est clair que quand vous regardez les chiffres, c'est 30 milliards d'euros. C'est important, mais quand même, regardez, le coût de la crise Covid depuis 1 an et demi, c'est combien? 150, 200 milliards d'euros? Oui, mais justement, ça s'ajoute. Ça s'ajoute, même si je ne suis pas sûr que ça s'ajoute complètement. Je reviens sur ma question. Je pense qu'il y a du recoupement entre les différentes mesures qui sont prises. Bon, j'ajoute aussi un autre point, c'est que moi, j'aurais souhaité une coordination européenne ex-ante avant le lancement de ce plan, parce que la France va présider l'Union européenne à partir de janvier. Et pour préparer la présidence française de l'Union européenne, je trouve que ça aurait été un signal intéressant. Alors certes, pour l'instant, il n'y a pas encore officiellement de nouveau gouvernement allemand. Mais Mario Draghi existe, et vous avez vu que du côté français, on essaye aussi de s'appuyer sur un axe franco-italien, ou en tout cas tripartite franco-italien-allemand après le Brexit. En tout cas, les champions européens ont du mal à émerger, si je puis dire, Chahine Vallée, si on parle de champions, avec la politique de concurrence. Bon, merci beaucoup à tous les deux, Christian de Boissieu, Chahine Vallée, d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.